regardez La Passion des mouches, c'est un documentaire signé Hubert Roy. C'est une passion véritable. Toute la famille dans du virus pêche. Un bout d'os crochu comme celui-là, trempé dans une rivière, et la pêche était née. C'était il y a bien longtemps. Seulement il aura fallu 30 000 ans pour que ce poisson se mette à apprécier une mouche artificielle, comme par exemple la numéro 9 de la série Gallica de Madame de Chamberet. C'est dire si le poisson, pourtant rusé, a été patient avec son prédateur favori, le pêcheur à la mouche. Car il faut attendre moins de 100 avant Jésus-Christ pour qu'un aimable auteur romain décrive une première partie de pêche à la truite par des Macédoniens avec un hameçon recouvert de laine rouge et de plumes de cou de coq gainées de cire. « 14 siècles plus tard, mais en Angleterre déjà, une prieure de couvent de bénédictines, Dame Juliana Berner, écrit enfin un article sur la pêche à la truite et au saumon avec des mouches artificielles. Fruit des observations de la dame pêcheuse, 12 mouches qui ressemblent à celles des Macédoniens et qu'on pourrait reproduire encore aujourd'hui sans problème. La pêche y est aussi décrite et recommandée comme un loisir sportif. On n'y cherche surtout pas le poisson facile. Réservé à une élite de chevaliers, philosophes, amoureux de la nature, connaissant bien le poisson, ses mœurs et surtout son alimentation, notamment son goût pour les mouches, c'est-à-dire tous les insectes qui vivent au bord de l'eau et même souvent au fond. Voilà, pour notre poisson, tout est dit. Et vont maintenant se succéder, en Angleterre d'abord et surtout, mais aussi en Europe et dans le Nouveau Monde, des générations et des générations de Stanley rencontrant des Livingstone aux sources de la plus passionnante des pêches, la pêche à la mouche. Partant du principe observé que des poissons comme la truite mangent tout ce qu'ils peuvent avaler, insectes, larves, escargots, écrevisses, grenouilles, radeaux et même sandwich de pique-nique, les pêcheurs-moucheurs vont avec passion essayer d'inventer la chose en forme d'insecte qui ressemble le plus à ce que le poisson mange pour pouvoir le prendre à l'hameçon et le tirer hors de l'eau. Vaste programme et grande passion. Même la bredouille n'est plus un problème, puisque déjà la préparation, la technique et les gestes de la pêche à la mouche sont devenus un art de vivre. Et pour le poisson, c'est l'occasion d'apprendre à se méfier. Aujourd'hui, à l'heure où les pêcheurs anglais tombent la cravate, sinon la veste de tweed, tout le monde peut pêcher à la mouche les mêmes poissons avec des milliers de modèles de mouches artificielles au nom de moins en moins anglais, de plus en plus américains et où la tradition côtoie le fantastique. March Brown, Red Tag et autres Zoulous, Pagliaretta, farfelue, irrésistible, assassine, belle de nuit, Grey Ghost. Il se passe tellement de choses au bord de l'eau. Mais avant de s'y mettre, chacun va essayer de déguiser l'hameçon à son image, à l'image en tout cas de ce qu'il croit être le plus efficace pour attirer l'ami poisson.
Oui, oui, cette truite est en train de manger. On appelle ça le gobage et tout est parti de là. Calée dans le courant cristallin d'un choke stream, elle attend tout simplement que la nourriture, l'insecte, la mouche vienne à elle. Mouche posée ou tombée à l'eau ou larve qui remonte du fond. Et si aucun pêcheur n'était apparu sur Terre, les poissons moucheurs auraient tranquillement poursuivi leur festin réglé à l'horloge des saisons, chauffé ou refroidi au solstice et filtré par l'eau pure et naturelle tombée du ciel et rendue par la terre. Mais voilà, l'homme qui avait un cerveau plus gros que celui du poisson et qui avait aussi faim s'est approché. Ça n'a pas donné les résultats attendus et puis c'était vraiment pas marrant, quoi. Alors, le futur pêcheur à la mouche s'est mis à observer le gobage des truites et les nombreux insectes présents, les mouches quoi. Mais pas toujours facile d'attraper ces mouches à l'état naturel et surtout de les envoyer tremper X fois dans l'eau sans les endommager. L'idée est alors venue de fabriquer une mouche artificielle en enroulant une plume autour d'un hameçon avec, allez savoir pourquoi, des poils ou d'autres ingrédients animaux. La plume de coq. Très important, la plume de coq. Pas de mouche sans plume de coq de pêche à la mouche. C'est pas des plumes naturelles, c'est des plumes obtenues par une sélection savante de coq. Un jour, dans une revue, j'ai vu qu'il y avait une personne qui vendait des œufs de coq de pêche. C'est ce qui est marrant. C'était exactement écrit comme ça, des œufs de coq de pêche. Et alors, j'ai commandé 12 œufs qui sont venus par train, par la Cernam, et que j'ai fait couver par une poule de mes parents. Et maintenant, j'ai mes coqs. Et quand j'ai eu mes coqs, mes plumes, etc., je me suis aperçu quand même que le cul de canard était beaucoup mieux pour imiter des mouches. Bouts de plumes et poils de toutes sortes, morceaux de plastiques et dérivés, la collection des matériaux utilisés pour fabriquer une mouche est aujourd'hui à la mesure de l'imagination des pêcheurs. Le monteur de mouche, qui voulait leurrer le poisson qu'il avait à faire, utilisait les matériaux qu'il avait sous la main. Donc c'est pour ça que traditionnellement on a beaucoup utilisé le coq, en particulier en France et puis en Espagne. Les Anglais qui dans leur parc avaient des oiseaux exotiques ont davantage utilisé pas mal d'oiseaux exotiques, certaines races de faisans. On emploie beaucoup la poitrine de cane, également le flanc de colvert, le cou de colvert, et puis surtout le classique, désormais classique et incontournable croupion de canard, qui est utilisé maintenant par certains absolument à toutes les sauces, qui quand même permet des choses assez extraordinaires. Également les fourrures, alors par exemple queue de renard, queue de veau, écureuil. Tout ceci servait à faire des mouches de façon naturelle. Également les poils de cervidés qui sont de plus en plus utilisés sous l'influence des monteurs nord-américains, qui se présentent en gros sous deux formes, des poils courts pris sur le dos ou les flancs de l'animal. Ça peut être soit très souvent du daim ou du chevreuil. Alors teinte naturelle ou au contraire des couleurs artificielles teintées. Et une autre catégorie de poils, c'est les poils des queues. Alors ça, c'est de la queue de daim, qui peut être également sous sa forme naturelle ou sous des formes teintes. Et alors, les couleurs les plus folles sont utilisées et envisagées. Ça sert à faire des mouches type leurre ou streamer. On trouve aujourd'hui tout un éventail de fibres synthétiques de toutes sortes. Des choses les plus folles là, qui a priori peuvent paraître étranges. Et alors soit des choses très souples, très mobiles, ou au contraire des choses plus raides. Longtemps fabriquée à la main, aujourd'hui sur un étau spécial, la mouche fait de chaque pêcheur un artiste, souvent inconnu mais vraiment passionné. Quand on a fini une journée de travail, on peut se mettre à notre table de travail, faire une petite mouche sur son étau et redevenir truite pendant un instant, tourner, la voir, s'imaginer dans le trou où j'ai loupé la belle de l'année dernière, je présenterai ça, elle sortira, on la voit. Et l'espace, quand on jette une mouche en l'air, qui retombe sur la table de travail, qu'on regarde le posé qu'elle a, pendant ce court instant, on devient truite. On a une vision de truite, on n'est plus Monsieur Dupont qui travaille toute la journée derrière un bureau.
On est truite, on est sauvage, on devient un prédateur comme la truite. Le résultat? Des milliers, des millions de mouches artificielles, imitation parfaite des vraies. Ou vaguement inspirées par... Ou alors carrément inventées. De toute façon, c'est plus solide que les vrais, et ça devrait fonctionner exactement comme le pêcheur le souhaite. Ça doit flotter en sèche, mort ou vif, couler en noyer et remonter en nymphe. En plus, ça a de l'allure. Et le pêcheur, ce passionné, aime beaucoup les fabriquer déjà et les emmener dans sa boîte au bord de l'eau. Pour moi, une boîte à mouches, c'est un petit peu un univers fantasmagorique. C'est-à-dire que à partir du moment où l'on commence à projeter d'aller pêcher à tel ou tel endroit, on va penser aux poissons que l'on va y rencontrer, on va penser aux conditions de pêche que l'on va trouver. À partir de là, on va imaginer des imitations, des modèles susceptibles d'être bons à ce moment-là. Et effectivement, en fait, presque on voyage à travers sa boîte à mouches. Reste à convaincre le poisson là où il se trouve. C'est toujours dans cette bordure, sur une largeur d'environ 1 mètre, 1,50 m, 2 mètres maximum, que se trouve le maximum de la vie aquatique sur ces étangs et sur ces lacs. Ah, voilà quelque chose d'intéressant. Il ne s'agit pas d'un insecte d'origine aquatique, ce n'est pas un insecte à larve aquatique, il s'agit de la fameuse Bibiomarcie, mouche de la Saint-Marc. Elle éclot fin avril et elle vient de la forêt toute proche. Lorsque ces insectes sont présents, il faut se dire que bien souvent les pêcheurs à la mouche sèche en sont très satisfaits parce que c'est cette mouche-là qui est prise de préférence par les truites. À ces heures matinales, surtout quand le temps est couvert, comme c'est le cas aujourd'hui, on s'aperçoit que les truites viennent gober les insectes à la surface tout près du bord, à quelques dizaines de mètres de la berge, le long des roseaux généralement. Et alors, pour essayer de tenter leur appétit, moi je vais essayer de les prendre avec une imitation de ces moustiques du matin, les chironomes, ou encore imitation de la mouche de la Saint-Marc, une mouche à corps noir que l'on a pu observer ici même. Si ni l'une ni l'autre ne marche, alors là, je tenterai une mouche de ma composition, qui généralement réussit pas trop mal. Allez Christian, vas-y, on commence. Alors moi je reste à droite et toi tu attaques à gauche. Ah oui. Christian pêche en sèche alors que moi je pêche à la nymphe. Bon, c'est deux techniques complètement différentes puisque moi je m'adresse à des poissons qui sont au fond ou entre deux eaux et qui n'ont pas forcément envie de venir en surface prendre une mouche sèche. Alors que Christian, lui, s'intéresse qu'aux poissons qui sont moucheronneurs, gobeurs, c'est-à-dire qu'ils vont venir saisir une mouche artificielle en surface. Étant donné qu'on voit très mal le fil actuellement, à cause de la lumière, j'ai donc mis une mouche sèche comme indicateur et une nymphe en potence. Alors, la mouche sèche me sert à repérer où est exactement mon fil, et quand la mouche sèche fait un écart dans le courant, je peux supposer que c'est une truite qui vient de se saisir de la nymphe et je ferme. Non, elle n'y va pas. Non. Elle nymphe. Elle y va. Elle a pris. Elle est belle.
Dans ce genre de cours d'eau, le choix de la mouche n'est pas d'une très grande importance au regard du poisson. C'est-à-dire que la truite tient essentiellement compte de la taille de la mouche sur ce genre de cours d'eau. Et comme dans ce genre de milieu, les insectes sont assez petits, il est prudent, même si l'eau est agitée, d'utiliser des modèles assez petits. Ça veut dire des hameçons de numéro 16 au maximum et 18 parfois 20. D'autre part, ce qui est important, plus que le choix du modèle, et outre la taille, c'est sa flottaison et sa visibilité. Sa flottaison, parce que dans une eau très agitée, il est important d'avoir un modèle qui flotte vraiment très bien. On y parvient assez bien avec un modèle de type Palmer, c'est le cas de celui-ci, c'est-à-dire un enroulement de plumes de coque sur l'ensemble du corps de manière à faire une collerette assez fournie, bien que de très petite taille, mais assez fournie tout de même. Et d'autre part que ce modèle soit en couleur mélangée. Ce mélange de couleurs permet d'avoir des tons qui sont visibles dans à peu près toutes les conditions de posée, c'est-à-dire toutes les conditions, disons, d'éclairage ou de couleur du fond. Et ressort assez bien du milieu et contraste assez bien avec le milieu, que le fond soit clair ou sombre. C'est très important parce que dans cette eau agitée, il faut absolument voir sa mouche et la suivre à chaque instant parce que les passages sont très brefs et cette pêche demande beaucoup de précision, dans la mesure où la truite ne va se déplacer que très peu pour saisir la mouche, puisque le courant fort qui l'entoure ne lui permet pas de faire un effort trop grand et de se déplacer trop loin pour saisir la mouche. Donc elle ne va prendre que ce qui passe pile au-dessus d'elle, c'est pourquoi il faut être très précis. Et cette précision ne s'obtient que si on a un bon contrôle visuel de ce que l'on est en train de faire. On peut travailler sur l'instinct agressif, sur l'agressivité du poisson. Et là, on emploie des mouches généralement orange, jaune, quelquefois noires aussi. Là, parce qu'on essaye de prendre des poissons et de les rendre agressifs. D'accord, mais comment poser la mouche au bon endroit et de la manière la plus naturelle, c'est-à-dire comme une vraie mouche et qui ne ferait pas immédiatement fuir le poisson? Au début et pendant des siècles, on jetait les mouches à l'eau, grosso modo, là où était supposé se tenir le poisson, au bout d'une longue et lourde canne en bois, ce qui était vite fatigant. En plus, la truite a aussi des yeux, qui lui permettent au moins de deviner, même si c'est un peu déformé, tout déplacement ou tout mouvement inhabituel sur les rives, y compris celui d'une longue canne. Et c'est pour cela qu'il faut que le pêcheur soit à la fois discret dans son approche et précis dans son posé de mouche. Et voilà la télécommande idéale pour poser la mouche à distance et au bon endroit. Ça, eh bien, c'est une canne flexible, hier en bambou refendu, aujourd'hui en fibre de carbone, avec ce beau geste de conducteur de char romain. Oui, mais il faut quand même un peu apprendre à démêler la soie. Et les débuts ne sont pas toujours tristes. Moi, je peux rassurer les gens qui sont mal synchrones dans leurs gestes, on peut quand même arriver à prendre du poisson et du plaisir à la pêche. Ceci dit, il y a des moments où on est un petit peu frustré quand on voit que, bon, si on savait un petit peu mieux lancer, la belle grosse là-bas qui est 2 mètres plus loin, on pourrait la voir, bon... Il ne faut pas lancer comme un dieu pour attraper du poisson. Il faut maîtriser toutes ces techniques de lancer pour être prêt à n'importe quelle éventualité au bord de la rivière. Et ça, c'est la différence qui fait entre un pêcheur qui attrape beaucoup de poissons et un qui a du mal à en attraper. Le problème principal quand on commence à fouetter, c'est qu'on a toujours tendance à aller beaucoup trop en arrière. Et en fait, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Mais derrière, la soie tombe. Et quand on la relève, le lancer est complètement raté. Il faut qu'elle reste en l'air. Alors, le système, c'est d'arrêter la canne à l'auteur de l'oreille. Et le geste, c'est de faire un geste de scieur, comme ça. Comme si on sciait un bois. Alors, bien sûr, après, le poignet aura une souplesse et arrivera à lancer beaucoup plus correctement. Mais d'entrée, il faut scier un bout de bois. C'est-à-dire faire un mouvement comme ça. La deuxième chose qu'on apprend, c'est lancer loin, tout en faisant ce geste-là, lancer loin. Alors là, lancer loin,
il y a ce qu'on appelle la double traction, qui est un geste qui est totalement illogique. C'est-à-dire qu'on lance en avant et on tire comme ça, et on lance en arrière et on retire. Ça permet d'accélérer la soie, et en accélérant la soie, on va de plus en plus loin. Alors le revers, c'est exactement la même chose que ce lancer, mais de l'autre côté. Et il faut le faire un petit peu plus rapide. Alors il permet d'attaquer une rivière sur sa rive gauche. Et il permet aussi quelque chose de très important, une excellente présentation de la mouche, parce qu'il faut toujours que la mouche soit présentée avant le bas de ligne. C'est-à-dire la mouche doit être là, et le bas de ligne va faire une courbe pour que la truite ne voit pas le bas de ligne. Parce que si elle voit le bas de ligne, ça fait un trait noir et elle ne monte pas sur la mouche. À partir de la zone de soleil, là. Ouais. Ça m'étonnerait pas que t'en prennes une, là. Mais voir contre la fougère. Voilà, super lancé. Très beau, ça. Là, le long des cailloux, elles attendent les sauterelles qui tombent du caillou. On va essayer. Et puis aussi la pêche en lac, pouvoir faire de longs lancers, là c'est la joie. Le principe du lancer courbe. Donc, je vais dessiner la rivière ici. Alors attention, le sens du courant, comme ceci. Donc le pêcheur est là, et c'est pour attaquer des ombres qui sont ici ou là. Le système du lancer revers, donc qui permet de se poser courbe naturellement, c'est ceci. La soie et le bas de ligne font ça. La courbure est comme ça. Donc la mouche arrive ici sur le poisson. Il ne faut pas oublier de décaler, de lancer bien au-dessus du poisson bien sûr. Mais la mouche arrive en premier sur le poisson. La courbure étant comme ceci, le courant venant comme ça. Nous avons ce temps de décalage qui permet d'avoir la dérive sans draguer. Donc mouche en premier, on retarde le dragage. Donc plus de chances de prendre un ombre. Je peux faire le casting parfait, théoriquement parfait, mais à mon avis, ce n'est pas le casting idéal pour toutes les situations de truite. Je suis un ami de la casting curve ou d'un casting qui évite le dragging, le dragage des mouches. Et surtout, ce que pour moi c'est fondamental, c'est que la mouche descend pas seulement de façon naturelle, mais aussi, si possible, avant que la ligne, que le bas de ligne, que la pointe de la ligne, afin que la truite ne se méfie pas, voit la mouche avant qu'elle voit la ligne. Autrement, il y a des refus. Alors, oui, des fois, je fais des bêtises, je mouve beaucoup comment s'appelle ça, le point. J'arrête à moitié de chemin parce que je veux que la ligne descende d'une façon curve, etc. Mais bon, c'est ma façon de pêcher. Voilà, allez, regardez. Regarde, t'as vu ce qui avance? Bouge pas. Hein. À ces moments-là, il faut pas respirer. On dirait qu'ils le sentent. Regarde ça, regarde ça. Après de toi. Hein. Je tends juste un peu mon fil. Si elle décide de venir. Ça. Attention, elle vient, elle va prendre. Vas-y, tu peux faire. Oh, tu l'as loupé. Vas-y, tu vas relancer. Tu relances. Ça, c'est le réflexe professionnel, ça. Je suis obligé de prendre la canne. Pousse-toi un peu.
À cause de l'arbre? Ouais. Bon, pour pêcher à la mouche, il faut donc une canne. Mais alors à quoi sert le moulinet? Un moulinet, on a tendance à dire qu'il ne sert à rien. C'est-à-dire qu'un moulinet, bon moi là j'ai un automatique parce que je suis un peu feignant et ça me fait. J'aime pas mouliner à la main. Mais le moulinet il sert que de réserve normalement, il sert de réserve de soie, parce que tout le travail se fait à la main et avec les deux mains, quoi. Ce n'est qu'une réserve de soie. Et la soie, laquelle choisir? La soie artificielle n'est jamais arrivée à la technique de la soie naturelle. Mais elle a quand même d'autres avantages. C'est qu'on ne l'entretient pas, on ne la nettoie pas, on la laisse dans le moulinet, il n'y a pas de problème. Une soie naturelle, il faut la sortir avant la partie de pêche, la graisser, la remettre. À la fin de la partie de pêche, la sortir, la nettoyer, la graisser. Là, bon, c'est du plastique, on le laisse là-dedans, on n'a pas tellement de besoin. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, aucune soie plastique n'est arrivée à la technique de la soie naturelle. C'est-à-dire elle est lourde, elle flotte et elle est très fine. C'est un pivot que tu fais toi. Que si tu es comme ça, ton bras arrive à un moment donné, moi, à ce niveau-là, il coince. Que comme ça, si tu veux, hop, il suit. Et en plus, tu peux voir derrière ce qui se passe. Et le danger à la pêche à la mouche, c'est pas devant, c'est derrière. C'est pour ça que dès que je peux, dès que quelqu'un me demande des conseils, pêcher toujours un petit peu en travers, jamais face à l'étang. Il faut toujours regarder ce qui se passe derrière. Ça évite de perdre des mouches. Et surtout de s'en mêler, etc. Bon, vas-y, tu vas relancer. Vas-y, maintenant, regarde, t'en as une là. Vas-y. Alors, surtout, voilà. Il faut mieux prendre son temps. Hein, que top, ne bouge plus. Voilà, t'es parfaite, t'es resté en contact. Voilà. Il faut mieux, si tu veux, perdre 3-4 secondes à s'appliquer à faire le lancer, que plutôt essayer d'y aller précipitamment. Oh, il y a une autre là, regarde. Tu vois, voilà. Ces poissons sont tous amateurs et gobeurs de mouches, mais à chacun son territoire et à chacun sa mouche. Avec, par ordre d'entrée, la truite fario, sauvage de préférence et sportive comme il sied à un poisson moucheur de qualité. On la trouve en ruisseaux et rivières, dans des eaux pas trop chaudes, pas trop lentes, pas trop polluées et pas trop pauvres en oxygène. La qualité, quoi. Ah, sa cousine d'Amérique, l'arc-en-ciel. Poisson de cirque, de combat. Elle en fait voir de toutes les couleurs, mais s'adapte mal en ruisseaux et rivières et ne peut se reproduire en liberté, sauf en France, dans certains lacs. On l'y retrouve donc avec beaucoup de plaisir ou en réservoir. L'ombre, Timallus timallus, pas peureux, mais prudent, curieux, capricieux, lunatique un peu fou, quoi. Sa bouche est petite, mais il se nourrit de larves au fond comme de mouches en surface, juste un peu à l'aval des truites. Le saumon, ah, le saumon. Quand on en trouve, et c'est un vrai miracle, étant donné la pollution, la surpêche au filet en estuaire, les obstacles qui l'empêchent de remonter les rivières, sinon quand on en trouve, faut du matériel costaud et des mouches menaçantes ou très spéciales. Vu que le saumon a perdu l'appétit et ne pense qu'à frayer quand il remonte les eaux douces, et que ce n'est donc plus la ressemblance qui compte. L'omble chevalier, proche parent de la truite, qui pour faire simple s'appelle aussi saumon des fontaines. Ça c'est madame. Voilà, et voilà monsieur, aussi agressif l'un que l'autre. Les carnassiers brochés. Black bass, surtout en plan d'eau aménagé. Pour le premier, ça se passe comme ça. Je ne lance pas trop loin, donc je le laisse descendre, tout doucement, et après j'anime.
par petites saccades. Le brochet est un poisson assez feignant, entre guillemets. Si le streamer va trop vite, il ne va pas le chasser. Ouais. Joli. Il y est le second. Il s'est mis là. Ouais. Il est juste pris. Oh, le saut, putain, ouais, vas-y. Bravo. Et pour le black bass, Achigan, le combattant, ça se passe comme ça. Et ça a été trop beau. Chevesne, communément blanc. Les poissons blancs seraient donc jetables pour certains. Mais ce sont tout de même de bons poissons d'entraînement. On sait jamais si un jour truites, ombres et saumons disparaissaient. Depuis quelques années, la pêche à la mouche s'élargit à d'autres horizons. Il faut savoir quand même que l'on dit toujours pêche à la mouche, et que la pêche à la mouche ne concerne pas que les insectes et que les poissons gobeurs. En fait, actuellement, on pêche à la mouche avec toutes sortes de leurres, et en particulier deviennent de plus en plus réelles une pratique dont certaines ne soupçonnent même pas l'existence, c'est la pêche à la mouche en mer. Alors évidemment, on ne pêche pas en mer avec des mouches, on pêche en mer avec des imitations de poissonnets ou de céphalopodes, qu'on appelle dans le jargon streamer, éventuellement, mais bon... et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est en train de prendre une dimension insoupçonnée. Tiens, voilà une vraie mouche vivante. Vraie de vraie. La mouche noire des forêts de hêtres. Ça marche. Ah ça marche, c'est sûr. Mais c'est une autre histoire de pêche au toc. Et en plus, ça ne marche que dans certaines régions. C'est qu'on ne les trouve qu'à certaines saisons, les mouches noires. Et pas dans n'importe quelles conditions. Revenons à nos mouches. Pas évident déjà de déguiser un bout de fer pointu avec plumes et poils en insecte aquatique. En plus, le poisson a ses exigences, son niveau d'intelligence et de réelle capacité d'apprentissage. Ça veut dire que la truite s'est éduquée. Elle veut une certaine sorte de mouche, mais pas cette mouche-là. Elle voit que ce n'est pas une chose comestible à la fin. Alors, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est changer la mouche. Changer la mouche, essayer de mettre une mouche qui lui plaît. Alors, malgré l'impressionnante collection de mouches artificielles qui existe aujourd'hui un peu partout dans le monde, chaque pêcheur doit au bout du compte réinventer la vraie mouche qui fasse mouche, la sienne. Et c'est ce qui fait aujourd'hui justement le charme de cette pêche. Il y a une confiance en sa mouche. Et alors on pêche toujours mieux avec sa propre mouche, avec celle qui nous a permis d'attraper la grosse du pont, celle qui faisait 1 kilo qui a cassé au dernier moment, celle qu'on racontera dans 10 ans. C'est sa mouche. Il y a un lien et il y a une affection, on la connaît, on la présente. Je pêche avec un tube fly, comme son nom l'indique, c'est une mouche tube qui imite dans l'eau éventuellement un verron ou une petite anguille ou une lorche. Je pêche moi avec des mouches qui me font plaisir déjà. Et c'est ça qui est important le tout, c'est d'y croire. Et trouver un saumon qui croit encore plus fort que le pêcheur, voilà ce qui est capital. Bien animer sa mouche. Les vieux pêcheurs du Gave faisaient des mouches avec rien, et qui ressemblaient à rien et qui étaient efficaces à l'époque. La pêche c'est comme pour tout. La sophistication abusive n'apporte pas grand chose. L'essentiel c'est de pêcher, d'y croire et puis de se faire plaisir. Voilà. La mouche, toujours la mouche.
d'une façon particulière, mais c'est la mouche quand même. Hein. Il n'y a pas de moulinet, c'est une canne toute simple, et c'est pas vraiment ni la mouche sèche ni la mouche noyée. Ce ne sera pas la mouche exacte, c'est des mouches un peu spéciales, des mouches un peu grosses, qu'on peut laisser couler ou qu'on peut faire flotter, selon ce que mangent les truites. Hein. Moi, je vous fais voir qu'avec un matériel rudimentaire comme ça, des mouches un peu grosses qui vont faire sourire certains, on peut prendre beaucoup de truites. Hein. Ce qui m'a appris à pêcher, c'était un pêcheur professionnel de truites dans un petit village au Pyrénées. Et lui, bon, il n'avait pas les moyens techniques qu'il y a, et même qu'il y avait au monde à ce moment-là. Il pêchait avec une canne, une ficelle, il faisait ses propres mouches. Et ce qu'il faisait, c'est prendre une mouche de la rivière et l'imiter. Et il ne savait pas qu'il imitait une dance particulière ou rat spinner. Il imitait ce qu'il voyait. Et j'ai suivi cette tradition. Moi, ce que je fais, je prends deux fois les mouches, je les garde dans une boîte, un flacon comme ça, pour les voir, regarder. Et alors, moi, je les imite à ma façon. Alors, c'est plus créatif, à mon avis. Et elles marchent très bien. Des fois, je veux dire, mieux que les mouches classiques. Le garde-pêche ne rigole plus. L'époque des paniers bourrés jusqu'au couvercle est finie. Les viandards du bord de l'eau, les mangeurs de mailles ont disparu. Ou presque. Les pépés, eux, la taille elle était à 18 il y a une vingtaine d'années, ils en sont encore restés là. Ils ramassent tout. Le jour où ils se font piquer par les gardes, tant pis pour eux. Mais ils doivent être malins parce qu'on n'en prend pas beaucoup. Mais j'en ai connu des vieux qui sont malheureusement décédés, qui faisaient des paniers de trucs, des paniers. Restent ceux qui toujours ont eu du respect pour leur partenaire principal, le poisson. Ah, elle y va. Là voilà. Ah. Tous. Allez. On va la mettre à l'épuisette. Voilà. Allez, on va décrocher cette truite. Allez, n'aie pas peur, va. On va te remettre en liberté. Tu as été gentil avec moi parce que tu es parti, tu es revenu. Puis tu as quand même voulu bien attraper cette petite nymphe, qui est toute petite, hein. Hop là, elle repart à son trou. Et ces pêcheurs respectueux sont de plus en plus nombreux, quitte même à transformer le cours d'eau en terrain de sport avec nouvelles règles du jeu et compétition, en équipe ou en solo. Le poisson est toujours pris, parfois mangé, mais de plus en plus souvent relâché et donc pas tué. Lui, il en profite pour vivre plus longtemps et apprendre à ne plus se faire prendre aussi facilement. Attention les mouches. Le pêcheur à la mouche, de suite, quand il arrive sur une rivière et qu'il voit le type de mouche qu'il y a, il saura si cette rivière est propre ou si elle est polluée. Parce qu'il n'y a rien comme les mouches pour arriver à voir dans quel état est une rivière. Si on a beaucoup d'éphémères et de grandes éphémères, c'est une rivière propre. Si on descend vers les friganes, et alors à la fin, bien entendu, les moustiques et tout ça, c'est qu'on va de plus en plus vers une eau polluée. Quasiment, on peut, avec la boîte d'un moucheur, sur une rivière, dire « Tiens, ta rivière est en mauvais état ». Ça, c'est une perle. C'est un insecte qui vit dans la rivière et qui éclot. Et c'est vraiment un des symboles de la pureté des eaux. Quand une rivière recèle des insectes de ce type-là, on est sûr d'une grande qualité des eaux. Donc c'est quand même un facteur important pour la nourriture de la truite et la survie de la truite dans cette rivière. Tous les cours d'eau, tous les lacs et tous les réservoirs de pêche sont des milieux fragiles. Alors le pêcheur à la mouche éclairée devient aussi défricheur et jardinier de l'eau.
et les dernières réserves aquatiques deviennent les laboratoires naturels de la qualité de notre vie. No kill, le poisson ou la vie, voilà ce que commettent les vrais pêcheurs à la mouche. S'il n'y avait que la mouche à avoir une forme, une silhouette, une allure, des couleurs, un style, bref, un look. L'habit ne fait peut-être pas le moine, mais on dirait bien qu'il fait le pêcheur à la mouche. Difficile de ne pas le reconnaître tout de suite dès qu'il apparaît au détour d'un torrent. Il y a un folklore quand même, bien entendu, parce que les revues en rajoutent et ceci et cela. Il y en a qui portent des badges, on dirait des punks. Il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs. Il y a aussi certains pêcheurs, mais bon, c'est leur plaisir. Pourquoi? Parce qu'en sortant... Qu'est-ce qu'on demande à une passion? À une passion, on lui demande d'être toute présente le maximum de temps. Alors, acheter la petite breloque, le petit truc, le petit machin, ça permet aussi de continuer notre rêve en pleine ville, quoi, en pleine ville, en dehors des saisons de pêche. Ah non, non, ça par contre, ce n'est pas vraiment la tenue d'un pêcheur à la mouche. Ben, c'est justifié par quand même le côté fonctionnel. Hein. Si vous allez voir les types qui font de la planche à voile, ils ont aussi une certaine allure. Finalement, pour pêcher à la mouche, on ne se déguise pas. Non, nécessité et sport font loi. Alors, des pieds à la tête, voici l'incontournable tenue de combat. En bottes ou en waders, l'eau tu pénétreras sans écraser les frayères comme il se doit. Gilet haut tu porteras, avec autant de poches et zips que nécessaire pour toute mouche et accessoire, avoir à portée de main au milieu de la rivière. Lunettes polarisantes à tes yeux tu ajouteras pour plonger ton regard sous la surface des eaux et mieux observer ta proie. Il y a une qui est foutue de camp là-bas. Avec chapeau, casquette ou béret, tu couvreras ton chef pour te protéger bien sûr, éventuellement pour y accrocher des mouches de rechange et pour éviter d'en planter dans ton cuir chevelu. Où est ma mouche? Ok. Moi, j'ai pêché très longtemps sans chapeau, mais là, le problème, c'est que j'ai une calvitie naissante et que j'attrape des coups de soleil et après, je ne peux plus me peigner pendant 3 ou 4 jours. Alors, fouet en l'air, mouche à l'eau, épuisette en ceinture, les voici. Les voici les nouveaux pêcheurs à la mouche qui fendent l'écume bondissante des eaux. Même les bébés sont de la partie, mais surtout, ne pas se fier aux apparences. Maintenant, je vais aller tenter ces grosses truites qui sont là-bas au milieu. Alors pour ça, il y a une technique un peu particulière. Comme elles sont à plus de 100 mètres, il est hors de question de pouvoir lancer sa mouche aussi loin. Alors, il existe un truc. Je ne l'ai encore jamais essayé, on va le tester. Voilà, c'est ma petite bouée. Et avec ma petite bouée, qui s'appelle un flotte tube, eh bien, je vais pouvoir pénétrer dans l'eau suffisamment loin, je vais me laisser porter carrément par l'eau, porter par ma bouée, et je vais pouvoir pénétrer dans l'eau suffisamment loin pour aller chercher ces truites qui sont là-bas, ah oui, plus de 100 mètres. C'est très confortable. Alors effectivement, c'est pas tout à fait un petit canard qu'ont les enfants lorsqu'ils vont à la piscine pour la première fois, mais bon, c'est une technique qui nous vient des Amériques. Posséder la bonne canne et la plus belle soie, trouver le bon poisson et la mouche la plus efficace, pratiquer le meilleur lancer, poser la mouche au bon endroit, ferrer au bon moment, être plus malin que le poisson. Pour un pêcheur à la mouche, l'essentiel devrait être là. Et pourtant, il y a toujours quelque chose en plus, quelque chose de plus raisonnable comme un peu de rêve pour retrouver nos origines. On a été pendant des millions et des millions d'années des prédateurs et ça a laissé quelque chose dans notre esprit. Alors cette petite chose,
Ou on la réveille ou on ne la réveille pas. On ne la réveille pas et on passera toute sa vie tranquille. Ou on la réveille, et alors là, c'est absolument inexplicable. C'est du domaine de l'instinct. Alors, nous, on ne réveillera pas cet instinct. Là, peut-être les enfants non plus. Puis le petit-fils, il ira pêcher le poisson rouge du bassin et clac, il découvrira une passion. Qui est totalement inexplicable. Pourquoi vouloir attraper un poisson qui est si bien dans sa rivière? Parce qu'on est un prédateur depuis des millions d'années. Oh putain, ce bestiau que j'ai vu. Eh, le v'là, le v'là. Tu le vois? Ah ouais. Ah, il est gros. Eh non. Il fait plus de 40, hein? Oh, il faut moins 40. Il fait presque 50, oui. Dis-moi, j'ai. Hop là. Alors, je vais vite prendre. Putain. Eh, pas un mot, hein. Faut pas me dire j'ai pris ou j'ai pas pris ou j'ai pas vu, parce que moi, je vais faire à mon instinct à moi, hein. Non, 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 il faut pas... Oh là, je t'ai vu la truite. C'est la truite? Bah, c'est une truite, ça. Non, non, c'est un ombre. Qui vient de sauter derrière, là? Je t'ai dit que c'est une truite, moi. Tu crois? Moi, personnellement, j'aime pas faire deux fois le même parcours. Par exemple, dans une saison, je me fixe, un but, si on veut dire. Je commence dans un coin, et puis je fais parcours par parcours. J'aime bien un peu la découverte, bien que je la connaisse par cœur. Mais j'ai toujours l'impression que le parcours du dessus va être meilleur que celui que je viens de faire. Que je viens de faire la veille. C'est ça qui nous attire vers la rivière. C'est toujours de dire, tiens, aujourd'hui c'était pas brillant, mais demain ça va être meilleur. Et peut-être que je vais prendre la truite de ma vie. Ouh, le gobage qu'elle m'a fait celle-là. Ça c'est gros, ça c'est lourd. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. C'est pas du tout le même type de bagarre que des poissons d'une quarantaine de centimètres. Ça. On sent bien que c'est un poisson lourd qui utilise son poids comme principale arme de défense. Et toujours, il cherche le roseau. Ouh la belle. Ouh, qu'elle est jolie. Ouh, qu'elle est grosse, cette truite. Waouh. Ah, doucement. Pourvu qu'elle ne saute pas. C'est souvent sur le seau qu'on a des casses ou des décrochés. Une belle bête. Oh, la belle bête. C'est impossible de se battre en force avec un poisson comme ça. On est obligé d'attendre qu'il soit très fatigué pour pouvoir venir l'épuiser. Surtout que lorsqu'on pêche avec du fil très très fin, comme c'est le cas en ce moment, du 10 centièmes de millimètre, ça supporte même pas comme résistance le poids de ce poisson-là. Ça, c'est un poisson qui fait pas loin de 2 kilos. Et donc on est obligé d'aller jusqu'au bout de sa bagarre. Là, je crois que là, on est bon. C'est toujours un moment assez difficile. C'est un moment délicat dans la lutte avec un poisson. On croit qu'il est rendu. Non, ça va aller. Là! Oh, superbe bête. Superbe bête. Elle y est. Il y en a une. Essayez encore une fois. Oh merde. C'est bon. Non, il ne faut pas. Maintenant. Il y a énormément dans le réservoir de nourriture. Il y a des alevins, de perches, de gardons, d'ablettes. Il y a énormément de porte-bois. Tu as vu ces jours-ci le nombre d'insectes qu'il y a ici. Il n'y a pas de raison qu'ils ne se nourrissent pas. Hein. Bien sûr qu'ils se nourrissent. D'ailleurs, s'ils ne se nourrissaient pas, on ne pourrait pas les prendre en sèche ou en nymphe ou en émergence. Tiens. Ou en émergence. Excuse-moi. Ouais. Mais elle l'a pris au ralenti. C'était extraordinaire. Ça,
c'est fabuleux. Une attaque de truite comme ça, c'est vraiment un moment inoubliable. Et si chaque personne pouvait connaître ça dans sa vie, une attaque de truite en sèche, c'est vraiment fabuleux. Mais elle va m'éloigner de toi. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Frona, je vais essayer de pas trop te gagner dans ta bagarre avec le poisson. Mais c'est extraordinaire la montée qu'elle a fait. Voilà, ce numéro spécial consacré à la mouche touche à sa fin. À la rentrée, vous retrouverez Destination Pêche tous les samedis à 14 h pour une nouvelle série riche en prises et en émotions. Au revoir.